Quand on pense à un investisseur avec plus de 10 millions de dollars en DeFi, on imagine des stratégies complexes, des bots ou une équipe qui gère son portefeuille, mais la vérité, on va la voir aujourd'hui avec le portefeuille que nous allons analyser. En effet, il génère plus de 300 000 dollars par mois de revenus passifs, avec des stratégies accessibles à n'importe qui. Dans cette vidéo, je vous montre exactement quelles paires d'actifs sont utilisées, où le capital est placé et surtout comment vous pouvez vous en inspirer pour vos propres stratégies. Et on est parti de suite pour regarder ensemble le portefeuille. Donc comme vous pouvez le voir, on est à plus de 10 millions de dollars d'investis, presque 11 millions. Et la première chose que je voudrais vous montrer, c'est que l'APR moyen, donc les rendements annualisés, sont plutôt faibles par rapport à ce qu'on peut voir sur d'autres portefeuilles avec des montants moins hauts. Ici, on est à 35,5% de rendement annualisé projeté avec les stratégies et les fourchettes de prix qui sont déployées sur ce dernier. Mais tout simplement car quand on a plus de 10 millions d'investis, on va être beaucoup plus sur une approche de conservation de capital et de limiter la volatilité et les risques, plutôt qu'aller chercher des rendements très élevés en s'exposant à des risques eux aussi élevés, car ici, avec 35% d'APR, ce qui peut paraître plutôt faible, grâce au montant déployé de plus de 10 millions de dollars, on voit que sur 30 jours, la projection de rendement, donc sur un mois, c'est plus de 321 000 dollars de projeté comme revenus générés, ce qui fait plus de 10 555 dollars par jour, c'est absolument énorme. Il faut se dire que pour avoir ce type de performance en finance traditionnelle, il faudrait entre 5 et 10 fois plus de capital, c'est là toute la puissance de la finance décentralisée et en l'occurrence de la liquidité concentrée. Autres indicateurs qui sont assez importants à aller regarder, c'est la valorisation du portefeuille par rapport à s'il avait détenu les actifs qu'il a investis dans ses pools de liquidité. Ici, on peut voir qu'il est clairement en positif. S'il avait simplement détenu ses actifs, il aurait plus de 100 000 dollars de moins. On peut voir également que sa rétention, forcément, si on est en positif par rapport au versus hold et qu'on a donc peu de pertes impermanentes par rapport au rendement généré, la rétention de ces rendements. Donc la rétention, comme on la calcule, ça va être les rendements générés, donc en l'occurrence les plus de 120 000 dollars qu'il a générés sur les différentes positions depuis qu'il les a ouvertes. On peut voir que ces dernières sont ouvertes depuis pas très longtemps, ici 6 septembre et les autres le 29 août. Il est à peu près 85% de rétention des rendements qu'il a générés, ce qui veut dire que même en prenant en compte la perte impermanente, donc le coût d'opportunité, des opportunités dans lesquelles il est venu déployer du capital, il est largement profitable et plus de 84,86% des rendements générés sont du pur bénéfice. Maintenant, l'autre chose à laquelle on va pouvoir s'intéresser, c'est les différents actifs dans lesquels il investit. Donc ici, on a une paire entre du XAUT et de l'USDT, ici de l'USDC et du Pax Gold, donc deux actifs qui sont des cryptos corrélés au cours de l'or. Donc là, c'est comme s'il avait une paire de liquidités entre de l'or et un stablecoin. Le Pax Gold, c'est un de ceux qui est le plus connu, et le XAUT, c'est l'actif tokenisé qui représente la valeur de l'or, qui est mis à disposition sur les blockchains par l'entreprise Tether, l'entreprise qui est derrière le stablecoin USDT. Donc sur ces deux opportunités, on a 560 000 dollars et plus de 1,4 million, donc à peu près 2 millions de dollars quasiment, sur des opportunités avec de l'or et des stablecoins. Ici, on va avoir plus de 1,1 million de dollars sur une paire entre de l'Ethereum et de l'USDC. Et ensuite, on va avoir une multitude de pools de liquidités entre du Bitcoin, que ce soit en Wrap Bitcoin ou en CBBTC, et des stablecoins, que ce soit USDC ou USDT. Donc la première chose à souligner, c'est que on a tout de même une diversification au sein du portefeuille, mais on est uniquement sur des actifs avec peu de volatilité. Peu de volatilité, attention, ça reste quand même des cryptos, mais peu de volatilité par rapport au reste des cryptos, car on est là sur les deux plus grosses capitalisations en termes de market cap sur les cryptos, le Bitcoin et l'Ethereum, et sinon des crypto-monnaies qui sont indicées sur la valeur de l'or. Donc comme je vous l'ai dit, son principal objectif, au-delà de générer des rendements grâce à la finance décentralisée et à la liquidité concentrée, c'est une conservation du capital, une volatilité la plus basse possible et un profil de risque modéré. Autre chose qu'on voit, c'est que toutes ces positions sont sur la blockchain Ethereum, sur l'échange décentralisé Uniswap. C'est un choix plutôt pertinent, tout simplement car sur Ethereum, on va retrouver des volumes de transactions très élevés et des TVL elles aussi très élevés. Le seul frein à aller déployer du capital sur le mainnet Ethereum, ça va être bien entendu les frais de transaction qui peuvent être assez importants et venir grignoter vos rendements, mais dans son cas, quand chacune de ces positions fait minimum 500 000 dollars, voire plusieurs millions de dollars, payer 10, 15, 20 dollars pour une transaction, si jamais le réseau est très utilisé et congestionné,
ça ne va pas être une grosse perte au vu de la taille de ses positions et de son capital. Et si vous aimez ce type d'analyse concrète et que vous voulez vous aussi de l'aide pour analyser votre portefeuille, définir une stratégie qui correspond à votre profil d'investisseur et votre tolérance au risque, nous sommes là avec la communauté Crypto Liquidity pour vous aider. Vous retrouverez une formation complète pour devenir un investisseur autonome en finances décentralisées, ainsi que des rapports hebdomadaires avec les meilleures opportunités et l'actualité décryptée pour vous. Si ça vous intéresse, vous retrouverez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Donc maintenant qu'on a vu une vision un petit peu globale de son portefeuille, ce qu'on peut aller regarder aussi et qui va être intéressant, c'est le type de fourchette de prix qu'il vient définir. Donc regardons d'abord sur sa position entre de l'Ethereum et de l'USDC, quel type de fourchette. Donc là, le prix minimum, le bas de sa fourchette de prix, c'est 4200$ et le prix maximum, le haut de sa fourchette, c'est vers la TH aux 4800$ environ. Donc on peut voir qu'il a ouvert une fourchette de prix de façon asymétrique à la hausse pour aller venir accompagner le prix de l'Ethereum jusqu'à son ATH. Ça reste une fourchette de prix qui est quand même axée sur une gestion plutôt active, mais suffisamment large pour pouvoir se laisser quelques semaines avant de devoir réajuster ses positions et surtout minimiser la perte impermanente. C'est d'ailleurs ce qui lui permet sur cette position d'avoir une rétention des rendements générés de plus de 97%, c'est-à-dire quasiment aucune perte impermanente, et d'être en positif par rapport à s'il avait détenu ses actifs de plus de 35 000$, presque 36 000$. Voyons voir ce qu'il en est sur ses positions sur le Bitcoin, mais je pense qu'il aura adopté une stratégie similaire. Effectivement, ici, il avait ouvert la position au moment où le prix était à 111 000$. Il a défini une fourchette de prix entre 110 000 et 120 000$. Donc encore une fois, une fourchette de prix ouverte de façon asymétrique à la hausse, donc avec des convictions plutôt bullish pour la hausse des prix des cryptos pour lesquels il fournit de la liquidité pour les accompagner vers une montée de prix tout en générant des rendements. Ici, une rétention un peu moins bonne des rendements, mais quand même largement en positif par rapport à s'il avait simplement détenu ses cryptos dans son portefeuille. Donc comme vous pouvez le voir, on retrouve une stratégie dans la gestion de ses positions et la définition de ses fourchettes de prix qui se répète et qui est similaire sur ses différentes positions et qui dépend beaucoup de sa conviction vis-à-vis des actifs. Maintenant, si on regarde un petit peu de façon générale son portefeuille, la première chose qu'on peut analyser, c'est la répartition du capital. Comme on l'a vu, sur les environ 10,8 millions de dollars qu'il a déployés dans son portefeuille de stratégie en liquidité concentrée, on a environ 2 millions, ce qui fait un peu plus de 18%, sur des paires entre des stablecoins et des tokens indicés à la valeur de l'or. Ensuite, une dizaine de pourcents, une seule position avec 1,1 million de dollars entre de l'Ethereum et des stablecoins. Et enfin, le reste, la grande majorité, plus de 70% de son portefeuille, soit 7,72 millions de dollars, sur des paires entre du Bitcoin et des stablecoins. Comme on l'a évoqué plus tôt dans la vidéo, cette composition de son portefeuille est vraiment axée sur minimiser les risques et la volatilité, tout en continuant à générer des rendements. Bien entendu, c'est pas forcément quelque chose qui est applicable à tous les portefeuilles et à tous les profils d'investisseurs, car lorsque vous avez moins de capital, on va avoir tendance à aller maximiser la rentabilité et la profitabilité de notre portefeuille afin de gonfler un petit peu les rendements que nous pouvons générer. Ici, bien entendu, il est beaucoup plus dans une optique de rétention de son capital, de minimisation des pertes, car même en faisant uniquement, entre guillemets, 35% de rendement annualisé, ça représente plus de 300 000$ par mois, donc c'est amplement suffisant et il ne serait pas pertinent d'aller prendre plus de risques lorsqu'on a un si gros capital. Maintenant, les leçons que nous pouvons tirer de l'analyse de ce portefeuille, c'est premièrement de ne pas courir après les gros APR. En effet, les rendements annualisés élevés ne sont pas forcément le meilleur paramètre à suivre, et même si effectivement il est tout à fait possible, surtout quand on a moins de capital, d'aller chercher une rentabilité plus importante et plus intéressante que 35% par an, ne pas forcément aller chercher des 100-150% d'APR, mais plutôt se contenter de 60 à 80%, tout en se concentrant sur la rétention de ces rendements que nous générons, sur la minimisation de la perte impermanente et sur la rétention de notre capital, ainsi que la volatilité sur notre portefeuille peut être quelque chose de plus pertinent pour une stratégie d'investissement à long terme. La seconde chose, c'est de ne pas avoir de fourchette de prix trop serrée, histoire d'avoir une gestion un peu plus passive, avoir quelques semaines pour analyser et voir arriver les retournements de marché sans être trop impacté avec des fourchettes de prix inactives qui ne génèrent plus de rendement et qu'on va devoir réajuster en causant potentiellement de la perte impermanente. Et enfin, dernière leçon, ne pas sélectionner des actifs risqués uniquement car ils proposent de hauts rendements, mais plutôt composer son portefeuille avec des actifs
que nous serions prêts à détenir, quoi qu'il arrive, et avec lesquels nous avons de bonnes opportunités pour générer des rendements. C'est exactement ce que cet investisseur a fait en sélectionnant uniquement le Bitcoin, l'Ethereum et des cryptos indicés à la valeur de l'or pour se composer un portefeuille d'investissement en liquidité concentrée long terme qui va continuer à lui générer des rendements tout en n'ayant pas trop de volatilité. D'ailleurs, en parlant d'éviter la volatilité, si une stratégie qui vous permet de générer des rendements quelles que soient les conditions du marché en sécurisant vos revenus passifs et votre capital en éliminant quasiment totalement la volatilité sur votre capital, je vous laisse aller voir la vidéo qui s'affiche sur votre écran et sur ce je vous dis à la semaine prochaine.